L'histoire de Gunung Padang commence comme beaucoup d'autres, avec une découverte fortuite qui, à l'époque, a été mal interprétée ou ignorée pour ne révéler son véritable sens que bien plus tard. Un de ces instants s'est produit en 1914 sur l'île isolée de Java, en Indonésie. À cette époque, la nation était une colonie de l'Empire néerlandais et les colons avaient transformé la vaste jungle en de vastes plantations. Au début de cette année-là, un colon, motivé par les histoires fascinantes des habitants, concernant un palais perdu construit par des monarques légendaires, décida d'abandonner sa ferme et de s'enfoncer dans la jungle à la recherche de réponses. Cet individu, animé de plus de curiosité que de certitude, s'aventura dans l'incertitude, suivant de vieux indices mentionnant une civilisation inconnue. Après plusieurs heures de marche parmi la végétation abondante et humide, il tomba sur quelque chose d'inattendu, une colline de grande envergure qui ne semblait pas s'harmoniser avec l'environnement alentour. Ce qui a immédiatement capté son intérêt, c'était le design particulier de la colline et l'existence d'une série de marches qui s'élevaient vers son sommet. Ces escaliers ne provenaient pas de la nature. Ils étaient excessivement réguliers et précis. Lorsqu'il atteignit le sommet, le colon fut surpris de voir ce qui semblait être un vaste ensemble de blocs de pierre rectangulaires dispersés dans toutes les directions, comme s'ils avaient été laissés au milieu d'une construction interrompue depuis des siècles. Ces blocs, recouverts de mousse et de branches, étaient gigantesques, lourds et manifestement transportés jusqu'à cet endroit par une force qui défie l'imagination. Seraient-ce les vestiges du légendaire palais qu'il cherchait, qui avait réussi à édifier quelque chose d'aussi grandiose dans un endroit si isolé? Le colon, le cœur battant d'émotion, retourna rapidement à sa ferme et envoya une lettre exhaustive au gouvernement des Pays-Bas, détaillant sa découverte et demandant une expédition officielle pour enquêter plus en profondeur sur le site. L'annonce de la découverte a été rapidement publiée dans une édition de 1914 du rapport du département des Antiquités des Pays-Bas, provoquant une grande commotion dans les milieux académiques de son pays. Quel endroit était situé dans la jungle de Java? Qui l'a construit et pourquoi? Les interrogations augmentaient et la conjecture s'intensifiait. Serait-il sur le point de découvrir un trésor archéologique d'une valeur inestimable? Cependant, malgré la joie initiale, le gouvernement des Pays-Bas n'a pas pris de mesures pour envoyer une expédition. Les priorités se trouvaient ailleurs, et la colline énigmatique s'est rapidement évaporée dans l'oubli. Avec le passage des années, la Grande Guerre qui allait venir en Europe détourna encore plus l'attention. L'Indonésie a finalement obtenu son indépendance en 1949 et avec elle, la trajectoire historique du lieu a disparu de la mémoire, ensevelie sous des décennies de mépris et d'oubli. Cependant, la nature a sa manière de préserver les secrets cachés uniquement jusqu'à ce que quelqu'un d'autre soit prêt à les dévoiler. En 1979, la lumière fut de nouveau jetée sur l'histoire de Gunung Padang. Alors qu'ils erraient dans la jungle, 3 habitants locaux sont tombés sur ce qu'ils ont décrit comme un cimetière de blocs de pierre au sommet d'une colline énigmatique. Sans se rendre compte de l'ampleur de leur découverte, ils ont immédiatement informé les autorités locales, qui ont reconnu l'endroit comme étant la même colline qui avait été signalée des décennies auparavant. Cela a donné lieu à une série d'événements qui transformeraient Gunung Padang d'un site inconnu en l'un des lieux archéologiques les plus fascinants de la planète. Aujourd'hui, le gouvernement indonésien libéré des liens coloniaux a choisi d'envoyer des équipes de la Direction de protection et gestion du patrimoine et du Centre national d'archéologie pour enquêter sur le site. Les chercheurs ont commencé à cartographier la zone et à enregistrer plus en profondeur ses caractéristiques archéologiques, révélant que les blocs de pierre avec lesquels les colons néerlandais sont tombés il y a des années n'étaient pas là par hasard. Au fur et à mesure que les archéologues avançaient dans leur travail, il est devenu évident que la colline était en réalité bien plus qu'une simple structure naturelle.
les blocs de pierre étaient regroupés en enclos de forme rectangulaire et en tumulus, créant ce qui semblait être une structure compliquée construite en terrasse. 5 terrasses indépendantes couvraient la colline, reliées par un escalier de 370 mètres qui s'élevait majestueusement depuis le début jusqu'au sommet. Cependant, les outils de datation par carbone disponibles à l'époque n'ont permis aux scientifiques de déterminer que le site avait été construit entre les années 2500 et 1500 AD. C'est une date fascinante, mais qui ne proposait rien de particulièrement innovant. Par conséquent, Gunung Padang a survécu pendant des décennies, considéré comme un ancien établissement de plus, semblable à beaucoup d'autres trouvés à l'échelle mondiale. Cependant, en 2011, tout a changé. Dani Ilman Natawijaya, un géologue de l'Institut des sciences d'Indonésie, a commencé à s'intéresser à la forme singulière de la colline. Elle ne ressemblait en rien aux collines érodées qui l'entouraient. Pour lui, la colline se présentait comme jeune, artificielle. Il a choisi d'explorer plus en profondeur et ce que lui et son équipe ont découvert transformerait de manière définitive la vision de Gunung Padang. Lorsqu'on mentionne des explorations et des découvertes, la narration tend à représenter les archéologues ou explorateurs éminents comme les héros du récit. Cependant, dans le cas de Gunung Padang, l'intrigue commence avec un simple colon. Poussé par sa curiosité et les histoires des habitants du lieu, il avait entendu parler d'un palais disparu, un site construit par des monarques légendaires à des époques immémoriales, et bien que beaucoup auraient rejeté ces récits comme des mythes, il a choisi d'agir. En découvrant les blocs de pierre dispersés au sommet de la colline, le colon se demanda si ceux-ci pouvaient être les vestiges du palais que les habitants du lieu décrivaient. La grande quantité de blocs, certains pesant plus de 550 livres, et la manière dont ils étaient dispersés à la surface, indiquaient que quelque chose d'énorme s'était produit à cet endroit. Ces blocs n'étaient pas simplement des rochers déversés de la chaîne de montagnes. Ils étaient les traces d'une civilisation qui avait établi des structures majestueuses dans un passé lointain. En rentrant à sa ferme, le colon transmit une lettre exhaustive au gouvernement des Pays-Bas, dans l'intention qu'une expédition officielle puisse éclaircir davantage le mystérieux endroit. Cependant, sa demande tomba dans l'oreille d'un sourd. Bien que la description de sa découverte ait été publiée dans un rapport du département des Antiquités des Pays-Bas en 1914, le début de la Première Guerre mondiale et les turbulences politiques qui ont suivi ont relégué l'enquête sur le site à un plan secondaire. Des décennies s'écoulèrent sans que personne ne porte son attention sur Gunung Padang. La colline, couverte par la forêt, sombra dans l'oubli, ses secrets ensevelis sous des strates de terre et de végétation. L'Indonésie, après son émancipation, en 1949, avait d'autres priorités, et l'endroit n'était plus qu'une note constante dans les registres historiques. Tout aurait pu s'arrêter là, avec Gunung Padang sur le point de devenir une nouvelle curiosité historique, si ce n'était pour un changement inattendu en 1979. Cette année-là, 3 habitants du village, en marchant dans la jungle, sont tombés sur la colline et ses mystérieux blocs de pierre. Les histoires de leur découverte ont ravivé l'intérêt pour le lieu. Et cette fois-ci, les autorités locales ont agi rapidement. Avec le passage des semaines, des groupes d'archéologues et de spécialistes du patrimoine culturel ont été déployés pour entamer une enquête plus rigoureuse. Initialement, les chercheurs ont abordé le site avec une combinaison de scepticisme et d'optimisme. Les blocs de pierre, certains pesant plus de 1300 livres, semblaient avoir été méticuleusement placés selon des motifs qui ne pouvaient pas être de simples coïncidences naturelles. Au fur et à mesure que les archéologues commençaient à cartographier le site, ils se rendirent compte qu'ils faisaient face à quelque chose de bien plus important que ce qui avait été pensé au départ. Les blocs n'étaient pas dispersés de manière aléatoire. En réalité, ils constituaient une structure en terrasse complexe. Les 5 terrasses qui entouraient la colline reflétaient un effort architectural remarquable.
L'escalier de 370 marches menant au sommet n'était pas un phénomène géologique. C'était le résultat d'un design délibéré, une construction nécessitant à la fois organisation et travail ordonné. Cependant, la question principale persistait. Qui avait construit cela et pourquoi? Les archéologues ont commencé à enquêter sur l'objectif du lieu. Aurait-il pu s'agir d'un noyau de cérémonie, un point d'influence spirituelle, ou peut-être un sanctuaire édifié pour résister aux impacts du temps et de la nature? Pour compliquer encore plus les choses, la première datation des blocs a indiqué que le site avait été édifié entre les années 2500 et 1500 AV-Pro. J.C., ce qui le plaçait à la même époque que d'autres civilisations anciennes comme celles de Mésopotamie et d'Égypte. Cependant, les chercheurs se sont rapidement rendus compte que ces dates ne faisaient qu'effleurer la surface de l'histoire de Gunung Padang. Les terrasses et les blocs de pierre ont révélé la présence d'un établissement qui, malgré son ancienneté, ne semblait pas posséder la valeur énorme qui serait révélée par la suite. À ce moment-là, les archéologues en sont arrivés à la conclusion que Gunung Padang était attrayant, mais pas innovant. Selon eux, il s'agissait d'un établissement plus ancien, semblable à tant d'autres trouvés en Asie et dans d'autres régions du monde. Cependant, cette conclusion était sur le point d'être remise en question, et Gunung Padang passerait rapidement d'un site archéologique inconnu à devenir le cœur de l'une des recherches les plus controversées et passionnantes du XXIe siècle. À peine l'histoire commençait. Parfois, ce qui semble être une découverte ordinaire peut cacher des secrets qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir. L'un de ces cas est Gunung Padang. Après des années d'être reconnu comme un site archéologique d'importance modérée, une nouvelle phase d'étude en 2011 a révélé que la colline cachait beaucoup plus que ce que les archéologues initiaux avaient prévu. Dani Ilman Natawijaya, géologue indonésien appartenant à l'Institut des sciences de l'Indonésie, a choisi d'explorer au-delà de la surface. Ce qui a d'abord attiré l'attention de Natawijaya, c'était la forme particulière de la colline. Bien que l'environnement autour ait été marqué par des siècles d'érosion, Gunung Padang se dressait de manière singulière, comme s'il avait été créé par des êtres humains. Elle semblait plus jeune, et, ce qui est encore plus fascinant, elle était artificielle. Ce doute l'a poussé à suggérer une étude plus détaillée, en utilisant une technologie de pointe pour découvrir ce qui pourrait être caché sous la terre. Natawijaya et son équipe ont commencé le forage sur la colline avec des foreuses, tubulaires, des radars de pénétration terrestre et de la tomographie sismique. Ce qu'ils ont trouvé était complètement incroyable. À quelques mètres de profondeur sous la surface, ils ont trouvé des preuves d'une structure humaine, totalement enterrée et inconnue jusqu'à ce moment-là. Cependant, ce qui était le plus surprenant, c'était qu'à mesure qu'ils creusaient plus profondément, la structure devenait de plus en plus ancienne. Les scientifiques ont reconnu 3 strates différentes à l'intérieur de Gunung Padang. La première couche, située juste sous la surface, avait une ancienneté de 2500 à 3500 ans, ce qui la plaçait à la même époque que les archéologues l'avaient initialement estimé. Cela, en soi, avait déjà de l'importance, mais ce n'était pas habituel pour un site archéologique en Asie. Cependant, la véritable révélation s'est produite en fouillant la deuxième couche, située à environ 10 pieds de la surface. Cette couche avait une ancienneté de 7500 à 8300 ans, plaçant Gunung Padang parmi les établissements humains les plus anciens jamais découverts. Mais il y avait encore plus. À mesure que les foreuses atteignaient une profondeur supérieure, les chercheurs ont découvert une troisième couche, enfouie à près de 50 pieds sous terre, datant d'il y a environ 28 000 ans. Cette découverte a eu un véritable impact sur la communauté scientifique. Pour mettre cela en contexte, cette date était non seulement antérieure aux civilisations les plus anciennes reconnues, comme la sumérienne et l'égyptienne, mais elle remontait à des milliers d'années avant la dernière période glaciaire. Si les dates étaient précises,
Cela impliquait que Gunung Padang pourrait être la construction humaine la plus ancienne jamais trouvée, édifiée par une civilisation dont nous n'avons aucune preuve. La question inéluctable était comment? Une structure aussi ancienne pourrait-elle exister? L'idée qu'une civilisation avancée ait pu construire Gunung Padang il y a 28 000 ans défie toutes les théories conventionnelles sur l'origine de la civilisation humaine. Selon la science contemporaine, l'Homo sapiens était encore à ses phases initiales d'évolution à cette époque, résidant dans des groupes de chasseurs-cueilleurs, plutôt que d'avoir la capacité de construire quelque chose d'aussi grandiose. La répercussion de cette découverte était significative. Si Gunung Padang a vraiment été construit il y a 28 000 ans, cela indique la présence d'une civilisation avancée qui a prospéré puis disparu bien avant l'apparition des civilisations reconnues. La colline, qui avait longtemps été considérée comme un simple monticule de terre et de pierre, se présentait maintenant comme une pyramide en terrasse, construite en strates au fil des milliers d'années. L'étude de Natawidjaja n'a pas seulement transformé notre perception de Gunung Padang, mais a également déclenché une discussion plus vaste sur les débuts de la civilisation humaine. Pourrait-il y avoir une civilisation disparue qui a construit des monuments et laissé des traces que nous commençons à peine à explorer? Et si Gunung Padang n'était pas un cas isolé, mais la preuve que l'histoire humaine est beaucoup plus ancienne et complexe que ce que nous avons supposé? Il est indéniable que Gunung Padang ne peut plus être considéré simplement comme un ancien établissement. C'était un monument construit pendant des milliers d'années, un travail d'ingénierie qui nécessitait des connaissances avancées en construction et une civilisation prête à réaliser un tel projet. Les archéologues et les géologues ont commencé à se demander si d'autres constructions similaires pourraient être cachées dans d'autres régions du monde, en attendant d'être découvertes. Au fur et à mesure que les couches de Gunung Padang se dévoilaient, de plus en plus de preuves conduisaient à une conclusion troublante. Une civilisation avancée avait résidé sur ce site des milliers d'années avant ce que l'histoire traditionnelle admettait. Mais qu'étaient ces individus? Quel genre de société aurait pu ériger une construction si grandiose à une époque où, selon nos connaissances, l'humanité émergeait à peine de l'âge de pierre? La probabilité que Gunung Padang représente l'héritage d'une civilisation disparue a poussé les chercheurs à réévaluer leurs connaissances sur les débuts de l'humanité. Les dates obtenues dans les strates les plus profondes, qui situait la construction originale autour de 28 000 ans avant, remettait en question toutes les chronologies historiques reconnues. Si ces dates étaient précises, non seulement cette civilisation préhistorique existait, mais elle possédait également des connaissances technologiques et architecturales très sophistiquées. En essayant de comprendre qui auraient pu être les fondateurs de Gunung Padang, les archéologues et les anthropologues se sont heurtés à un mystère. Jusqu'alors, les civilisations les plus anciennes enregistrées, comme celles de Sumer et d'Égypte, avaient une ancienneté d'environ 5000 ans. Cependant, Gunung Padang avait une ancienneté considérablement plus grande, ce qui suggère que ses constructeurs n'étaient pas seulement antérieurs aux Sumériens et aux Égyptiens, mais qu'ils auraient pu résider à une époque où le monde était un endroit totalement différent. Une théorie qui a émergé est celle d'une civilisation qui a prospéré avant la fin de la dernière période glaciaire. À cette époque, les niveaux de la mer étaient considérablement plus bas, ce qui impliquait que de vastes zones de terre qui se trouvent actuellement sous l'eau étaient habitables. Il se pourrait que Gunung Padang ait fait partie d'un réseau de colonies, construites par cette civilisation avancée, qui a ensuite été anéantie ou dissoute par les changements climatiques sévères, marquant la fin de l'âge de glace. Le fait que cette civilisation ait été anéantie par un cataclysme mondial, similaire à un grand déluge, soulève encore plus de questions. Les histoires et les mythes de diverses cultures à l'échelle mondiale, depuis le récit du déluge universel dans la Bible jusqu'au mythe de l'Atlantide,
racontent une énorme inondation qui a dévasté des civilisations entières. Est-il possible que Gunung Padang soit un vestige de l'une de ces civilisations disparues? Pourrait-il être que ces histoires, qui ont longtemps été considérées comme des mythes, soient en réalité des reflets d'un passé très authentique? La technologie employée par les constructeurs de Gunung Padang reste un mystère. Les fragments de roches qui constituent la structure sont en andésite, une classe de roches volcaniques extrêmement résistante. Le transport et la taille de ces pierres auraient exigé un degré de compétence et d'organisation que nous associons rarement aux civilisations préhistoriques. Néanmoins, ils étaient là, disposés avec précision, créant des terrasses et des enceintes qui correspondaient à un plan clairement conçu. La question inéluctable était: comment une structure aussi ancienne pourrait-elle exister? L'idée qu'une civilisation avancée ait pu construire Gunung Padang il y a 28 000 ans défie toutes les théories conventionnelles sur l'origine de la civilisation humaine. Selon la science contemporaine, l'Homo sapiens était encore à ses phases initiales d'évolution à cette époque, résidant dans des groupes de chasseurs-cueilleurs, plutôt que d'avoir la capacité de construire quelque chose d'aussi grandiose. Cependant, malgré toutes ces énigmes, la question principale reste: que s'est-il passé avec cette civilisation? Pourquoi s'est-elle cachée sans laisser de traces évidentes dans l'histoire? Si Gunung Padang est vraiment aussi ancien, qu'est-ce que cela nous indique sur le progrès de l'humanité? Pourrait-il y avoir d'autres structures similaires dans le monde, en attente d'être identifiées, qui nous forceraient à reconstruire l'histoire depuis le début? Le concept d'une civilisation disparue n'est pas inédit. Depuis le récit de l'Atlantide par Platon, l'humanité a spéculé sur la présence de sociétés avancées qui ont disparu à cause de catastrophes naturelles ou d'échecs personnels. Gunung Padang pourrait être l'indice tangible de l'existence de telles civilisations. Cependant, au lieu de se situer dans l'Atlantique, comme l'Atlantide, cette civilisation pourrait avoir émergé en Asie du Sud-Est, à une époque où le monde était assez différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Gunung Padang ne remet pas seulement en question notre perception du passé en raison de son ancienneté, mais aussi à cause de la technologie impliquée dans sa construction. Au fur et à mesure que les archéologues et les géologues poursuivaient leurs recherches sur le site, il est devenu évident que les constructeurs de cette structure possédaient un savoir-faire et des compétences techniques qui semblent hors du temps. Comment une civilisation si ancienne a-t-elle pu ériger quelque chose d'aussi grandiose, avec un degré de sophistication qui rivalise avec les grandes merveilles du monde ancien? Tout d'abord, les pierres de Gunung Padang sont en andésite, une roche volcanique extrêmement résistante et difficile à manipuler. Non seulement ces blocs ont été transportés jusqu'au sommet de la colline, mais ils ont également été découpés et montés avec une précision qui nécessiterait des outils sophistiqués, sinon une connaissance approfondie de l'ingénierie et de la physique. Certains blocs pèsent plus de 1300 livres, ce qui soulève des questions immédiates. Comment ces gigantesques blocs ont-ils été transportés jusqu'au sommet? Quelle sorte de technologie les constructeurs ont-ils utilisé pour atteindre un jalon de cette envergure? Les réponses à ces questions continuent d'être un mystère. Jusqu'à présent, aucune preuve de roue ou de système de poulie n'a été trouvée dans la région qui pourrait justifier le transport de ces pierres. Cela a conduit certains à spéculer que les constructeurs de Gunung Padang pourraient avoir employé des méthodes que nous ne connaissons pas encore, probablement liées à l'utilisation de l'énergie ou à la manipulation sonore des matériaux. Cette théorie plus récente a acquis un certain poids, particulièrement après la découverte que les blocs d'andésite produisent une fréquence vibratoire déterminée. La découverte que les blocs émettent ces fréquences a suscité des interrogations sur l'objectif initial de Gunung Padang. Plusieurs experts proposent que le lieu pourrait avoir été utilisé dans des rituels impliquant le son et la vibration, ce qui pourrait avoir généré une sorte d'effet énergétique sur les participants. Cette théorie repose sur le concept
que les civilisations anciennes, en particulier celles que nous connaissons à peine, auraient pu avoir une compréhension du monde physique très différente de celle que nous possédons aujourd'hui, une compréhension qui fusionnait la science et la spiritualité de manière que nous trouvons aujourd'hui difficile à concevoir. De plus, la disposition des blocs en terrasse et des structures méticuleusement édifiées indique un degré d'organisation et de planification qui serait étonnant, même selon les normes contemporaines. Chaque bloc semble avoir été placé avec un objectif concret, et toutes les structures exhibent une maîtrise de l'architecture et de l'ingénierie qui défie les attentes de ce que les humains d'il y a 28 000 ans auraient dû accomplir. Cela a conduit certains à suggérer que Gunung Padang n'était pas seulement un établissement ou un site de culte, mais un noyau de savoir et d'autorité, édifié pour résister aux ravages du temps. Une autre preuve fascinante est l'application de ciment naturel pour lier les blocs. Les études ont montré que le ciment utilisé à Gunung Padang est composé d'une combinaison d'argile, de silice et de fer. Ce type de composition est extrêmement rarement observé pour une construction aussi ancienne et indique que les bâtisseurs de Gunung Padang possédaient une compréhension approfondie de la chimie des matériaux. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette technologie du ciment semble avoir été créée des milliers d'années avant que l'utilisation du fer ne se répande dans d'autres régions du monde. Cette découverte soulève une autre question. Comment les constructeurs de Gunung Padang ont-ils acquis ce savoir? Pourraient-ils avoir eu accès à des technologies ou des techniques qui se sont ensuite évanouies? Certains chercheurs ont avancé le concept selon lequel les constructeurs de Gunung Padang pourraient avoir fait partie d'une civilisation mondiale qui transmettait des connaissances et des technologies sur de grandes distances. Cette théorie, bien que spéculative, propose que le passé de l'humanité est beaucoup plus complexe que nous le pensons et que des échanges culturels et technologiques pourraient avoir eu lieu bien plus tôt que nous ne le croyons. À mesure que l'on approfondit l'analyse de Gunung Padang, il devient clair. Cette structure ne peut être expliquée facilement par les théories contemporaines sur le progrès de la civilisation. La technologie et le savoir nécessaires pour édifier Gunung Padang indiquent que les humains de cette époque étaient beaucoup plus sophistiqués que ce que l'histoire traditionnelle nous a inculqué. Cela ne remet pas seulement en question nos conceptions du passé, mais offre également l'opportunité d'explorer de nouvelles possibilités quant à ce que les civilisations anciennes pouvaient atteindre. Alors que Gunung Padang dévoilait ses secrets, les conséquences de ces découvertes ont commencé à défier les fondements de la communauté scientifique. Le concept qu'un édifice aussi ancien et avancé puisse exister remet en question tout ce que l'histoire traditionnelle nous a enseigné. Cependant, avec de grandes découvertes, surgissent de grandes disputes, et Gunung Padang n'a pas fait exception. Depuis le début, la date de création du site a suscité des incertitudes. Les procédures employées par l'équipe de Danny Hillman, Natawijaja pour examiner les couches les plus profondes, remontant jusqu'à 28 000 ans, ont été vues avec méfiance par la communauté des archéologues. De nombreux chercheurs soutenaient que ces découvertes ne pouvaient pas être précises, car elles ne correspondaient tout simplement pas à la chronologie préétablie de la civilisation humaine. Bien que Natawijaja et son équipe aient soutenu l'exactitude de leurs découvertes, la résistance fut intense. L'un des sujets les plus controversés a été l'application de la technologie de datation au carbone et d'autres procédés géophysiques qui, selon les critiques, n'avaient pas été mis en œuvre correctement ou dans des conditions adéquates. Ces analystes soutiennent que les résultats pourraient être biaisés ou découler d'interprétations incorrectes. De plus, l'absence de preuves tangibles d'une civilisation développée de cette ancienneté dans d'autres régions du monde a conduit beaucoup à résister à admettre la possibilité que Gunung Padang soit aussi ancien que les données l'indiquaient. La résistance ne se limitait pas uniquement à la méthodologie. Il y avait également un fort mécontentement face aux conséquences des découvertes.
Si Gunung Padang était vraiment aussi ancien, cela impliquait que toute la chronologie acceptée de l'histoire humaine était incorrecte. Cela signifiait que les premières civilisations identifiées, telles que celles de Mésopotamie, d'Égypte et de la vallée de l'Indus, n'étaient pas les premières communautés progressistes, mais qu'elles auraient pu être les ancêtres d'autres civilisations beaucoup plus anciennes et inconnues. Pour beaucoup, cette notion était tout simplement inadmissible. En Indonésie, la polémique a également eu lieu sur le plan politique. Les découvertes à Gunung Padang ont attiré l'attention du gouvernement, qui au début a soutenu les études, considérant le site comme un potentiel fierté nationale et une opportunité de positionner le pays sur la scène archéologique mondiale. Cependant, la polémique croissante, tant interne qu'internationale, a conduit à ce que ce soutien devienne plus prudent. Le président Susilo Bambang Yudhoyono, qui avait initialement manifesté son enthousiasme pour les découvertes et ordonné la construction d'un héliport près du site pour faciliter sa visite personnelle, a commencé à faire face à des pressions provenant à la fois de la communauté archéologique et de groupes politiques. En Indonésie et ailleurs, les archéologues traditionnels s'opposaient aux conclusions de Natawijaya, demandant au gouvernement de suspendre le projet jusqu'à ce que des recherches supplémentaires soient menées et que des méthodes de datation plus conventionnelles soient utilisées. Malgré l'augmentation de la résistance, Natawijaya et son équipe ont persisté dans leur travail, réaffirmant fermement la véracité de leurs découvertes. Ils soutenaient que les données géophysiques et les études de laboratoire étaient solides et que passer sous silence ces découvertes équivaudrait à nier l'existence d'une découverte qui pourrait être révolutionnaire. Cependant, cette défense n'a pas réussi à neutraliser les critiques. Tant en Indonésie qu'à l'échelle mondiale, les médias ont commencé à aborder la polémique, montrant fréquemment Natawijaya comme un scientifique rebelle qui remettait en question les règles établies. Bien que certains le percevaient comme un innovateur qui pourrait être sur le point de réécrire l'histoire, d'autres le voyaient comme un dangereux non-conformiste dont les déclarations atypiques pourraient délégitimer toute la communauté scientifique si elles s'avéraient incorrectes. La pression a atteint son paroxysme lorsque, en 2014, le président Joko Widodo, successeur de Yudhoyono, a pris ses fonctions. Contrairement à son prédécesseur, Widodo a adopté une attitude considérablement plus conservatrice en ce qui concerne Gunung Padang. Influencé par la communauté des archéologues et inquiet des possibles conséquences politiques et académiques de poursuivre les recherches sans un accord défini, il ordonna l'interruption des fouilles. Natawijaya et son équipe ont reçu l'ordre de cesser leur travail, de ranger leurs instruments et de quitter les lieux. Cette résolution n'a pas seulement interrompu le travail à Gunung Padang, mais a également laissé de nombreuses questions sans réponse. La polémique avait atteint un point crucial et la narration de Gunung Padang, avec toute sa capacité à reconfigurer l'histoire humaine, est restée en pause. La recherche a pris fin, mais la discussion sur ce qui se trouve réellement sous. À mesure que les fouilles à Gunung Padang se poursuivaient, une découverte inhabituelle attira l'attention des scientifiques. Les roches sur le site semblaient émettre une sorte d'énergie énigmatique. Selon les légendes locales, Gunung Padang, qui dans l'ancien langage de la région se traduit par « montagne de l'illumination », était un site où les gens se réunissaient pour la méditation et la recherche d'un lien spirituel. Pourrait-il y avoir quelque chose de réel dans ces anciennes narrations? À l'aide d'équipements avancés, les chercheurs ont découvert que les blocs émettaient une fréquence assez élevée, qui pourrait correspondre à l'échelle musicale standard occidentale. Cette découverte a étonné les scientifiques, car elle suggère que les constructeurs de Gunung Padang auraient pu posséder une compréhension sophistiquée de l'énergie et de la vibration, des milliers d'années avant que la science contemporaine ne commence à explorer ces concepts. Le fait que cette ancienne civilisation comprenne et utilise les fréquences et l'énergie de manière qui nous laisse encore perplexes soulève des questions intrigantes. Pourrait-il avoir utilisé ces fréquences à des fins cérémonielles?
ou de construction, ou peut-être comme un moyen de communiquer ou de manipuler le sujet, bien que ces concepts semblent de la science-fiction, les preuves à Gunung Padang indiquent que les anciens avaient une connaissance que nous commençons à peine à comprendre. Le mystère des fréquences à Gunung Padang ajoute un niveau supplémentaire d'énigme à un lieu déjà énigmatique en soi. Si l'on croit que les blocs de pierre émettent ces vibrations, cela signifierait un degré de sophistication technologique et spirituelle qui remet en question tout ce que nous savons sur les civilisations anciennes. Gunung Padang n'est pas simplement un site archéologique, il représente un portail vers un passé que nous avons ignoré pendant longtemps. Les répercussions des découvertes réalisées dans cette pyramide énigmatique sont significatives et pourraient transformer notre perception de l'histoire humaine de manière définitive. Si l'on admet qu'une civilisation avancée a existé il y a 28 000 ans, cela implique que nous devons réévaluer tout ce que nous pensons du progrès de l'humanité. Le fait que Gunung Padang ait été édifié par une civilisation éteinte nous amène à nous interroger. Qui étaient ces individus? Quels savoirs avaient-ils qui se sont évaporés au fil du temps? Et peut-être le plus pertinent, quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui? La narration de Gunung Padang représente une alerte et une possibilité. Une alerte que notre compréhension de l'histoire est restreinte et souvent biaisée, et une opportunité d'élargir notre perception de ce que l'humanité peut atteindre. Alors que le gouvernement indonésien continue de soutenir la recherche, à Gunung Padang, il est évident qu'il reste encore beaucoup à explorer. La jungle qui entoure le site pourrait cacher plus de structures et d'artefacts qui nous donneraient davantage d'indices sur cette civilisation inconnue. Le travail à Gunung Padang pourrait durer des décennies, voire des siècles. Cependant, ce qui a déjà été découvert indique que nous sommes au bord d'une redécouverte qui pourrait modifier le cours de l'histoire. Le récit de Gunung Padang nous rappelle que l'histoire est plus profonde et complexe que ce que nous pouvons prévoir. Chaque strate découverte en ce lieu est un fragment d'une énigme qui pourrait reconfigurer l'histoire de l'humanité. Le véritable problème réside dans notre capacité à accepter ce que Gunung Padang nous montre.